Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, maintient ses sanctions contre le Mali. Décision prise le week-end dernier en marge du 36e session ordinaire de l'Union africaine tenue à Addis Abeba en Éthiopie. Les sanctions concernent aussi le Burkina Faso et la Guinée, tous frappés par des coups d'État. L'organisation sous-régionale a aussi annoncé sa préoccupation face aux défis sécuritaires et humanitaires au Mali. Les relations toujours tendues entre le Mali et la CEDEAO, on en parle avec trois invités. Balan Diakité, analyste politique, Dr Abdoul Sogodogo, téléphone politologue, Ngolo Diarra, enseignant-chercheur. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. Avant de rentrer dans le vif de cette émission, je vous invite à écouter ce reportage de Imirana Kouiliou-Maïga sur le maintien des sanctions de la CEDEAO. Dans le communiqué final, le chef d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont affirmé avoir été informés de la demande adressée par les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, de la Guinée et du Mali. Ils ont néanmoins décidé de maintenir les sanctions à l'encontre de ces trois pays et d'imposer une interdiction de voyage contre leurs dirigeants. La conférence de chefs d'État et de gouvernement a invité les Nations Unies, l'Union africaine et tous les partenaires internationaux à appuyer la mise en œuvre des décisions de la CEDEAO concernant les trois pays. Pourtant, les chefs de la diplomatie des pays concernés par cette décision avait soutenu que le maintien de suspension constitue une entrave à la mobilisation des appuis régionaux et internationaux. Il faut signaler que le médiateur de la CEDEAO pour le Mali, Goodluck Jonathan, est attendu à Bamako ce lundi. Cette visite de 72 heures s'inscrit dans le cadre du suivi régulier du processus de transition en cours au Mali. Par ailleurs, le sommet du G5 Sahel s'ouvre ce lundi au Tchad sans la présence du Mali. Placé sous le thème « Coopération régionale en matière de développement et de sécurité », il vise la relance des activités du G5 Sahel. C'était là un reportage de Imirana Kouiliou-Maïga sur le maintien des sanctions de la CEDEAO. Balan Diakité, est-ce qu'on peut avoir un rappel de ces sanctions de la CEDEAO sur le Mali? Merci pour la question. Je salue tous nos téléspectateurs ainsi que tous les travailleurs de Studio Tamani. C'est vrai que les sanctions qui ont été imposées au Mali par la CEDEAO, ces sanctions ont été nombreuses, disons, puisque on a de nombre à la fois des sanctions politiques, des sanctions institutionnelles, aussi des sanctions économiques et financières. Parce qu'on se souvient bien évidemment que ces sanctions ont été prises concomitamment par la CEDEAO et puis l'UEMOA, qui est l'Union monétaire économique et en Afrique de l'Ouest. Donc c'était des sanctions difficiles pour le Mali qui traversait à l'époque et jusqu'à maintenant des crises tant sur le plan sécuritaire que sur le plan politique. Donc par la force des choses et puis le dialogue qui n'avait pas été interrompu entre les deux parties, à un moment donné, la CEDEAO a procédé à une levée progressive de ces sanctions, ou si vous voulez, à une atténuation de ces sanctions. Donc nous sommes aujourd'hui dans ce contexte-là et le Mali demeure toujours suspendu institutionnellement de toutes les instances de l'organisation sous-régionale. Ngolo Diarra, quelle analyse faites-vous de l'évolution de la situation entre le Mali et la CEDEAO? Merci Maïga de m'avoir associé à cette gymnastie intellectuelle, à cet exercice intellectuel avec le professeur Sogodogo. En fait, ce qui se passe entre le Mali et la CEDEAO, il faut quand même reconnaître que le Mali est membre fondateur de la dite organisation. Et techniquement et scientifiquement, l'organisation sous-régionale trouve ses fondements juridiques dans la Charte des Nations Unies, notamment l'article 52, 53, 54 de la Charte. Alors, les Nations Unies, cette Charte a accordé aux organisations régionales et sous-régionales d'intervenir dans les difficultés des pays de leur zone, de leur champ géopolitique. C'est dans ce contexte que le Mali est dans cette crise. Ça fait des années. Depuis 2012, l'organisation s'était engagée pour créer
créé une mission internationale pour soutenir le Mali, MINUSMA, dont la MINUSMA a pris ses tâches. Et depuis là, conformément à ces données scientifiques de la charte, l'organisation s'intéresse particulièrement aux difficultés vraiment des pays. Vous avez cité les cas du Burkina, vous avez cité les cas de Guinée, voilà, les cas de Mali est déjà là. Et de façon scientifique, c'était dit que quand il y a rupture de l'ordre démocratique, de l'ordre constitutionnel, il va de soi que l'organisation joue son rôle. La première des choses, c'est des sanctions diplomatiques. Et M. Diakité vient de les rappeler tout à l'heure. Et ces sanctions diplomatiques, c'est l'interdiction de voyager, gel des avoirs. Mais il faut quand même reconnaître que le président en charge de la transition est épargné, le ministre des Affaires étrangères aussi est épargné, qui continue effectivement les négociations avec l'organisation. Alors donc il s'agit de continuer effectivement à maintenir ces sanctions diplomatiques d'abord. Maintenant, le Mali avait fait un pas et faire des chronogrammes pour l'application et pour les retours à l'ordre constitutionnel, mais il y a des difficultés à ce niveau. Le délai déjà est là, ça s'approche. Et alors donc les experts de la CEDEAO sont en train d'analyser la situation. Et au-delà de tout ça, ce qui se profile à l'horizon, il y a en cours la formation au niveau de la CEDEAO et la mise en place d'une force anti-coup d'État. Alors, comment est-ce que ça va se réaliser? Ça est en train de se partir. Et ces États qui sont vraiment victimes de coups d'État, la préparation des élections et comment est-ce que l'organisation va voir ça, les choses sont en train d'être étudiées. Il y a aussi une force qui est en cours, qui va être créée pour lutter contre le terrorisme. Et voilà, c'est tout ça. Quelle est l'architecture juridique qui va s'en suivre? Parce que le G5 Sahel est là. Il y a certains pays qui sont de la CEDEAO, qui sont aussi dans G5 Sahel. Et si cette force antiterroriste sera créée par la CEDEAO, comment est-ce que ça va se faire? Et il y a tout ça là qui plane sur ces pays-là. Et alors, ce qui pourra se poser comme problématique, la création de cette force, si elle devrait intervenir, que dit le droit international en la matière, et toute intervention d'une organisation, que ce soit régionale ou internationale, il faut que le Conseil de sécurité accepte. Alors, comment est-ce que ça va se faire? Est-ce que c'est des garanties? Et l'objectif de la CEDEAO, c'est la démocratisation en réalité, si vous voulez. Mais Ngolo Diarra, est-ce que tout ça peut se réaliser, sachant que le Mali est suspendu par cette organisation? Est-ce que ça peut être décidé sans le Mali? Et évidemment, ça peut être décidé, mais techniquement, ce qu'il faut dire, la gestion technique, ça va poser de grands problèmes. Et si ça se décide, vous le savez, toujours ces organisations sont greffées au Conseil de sécurité et le Mali a un soutien qui est un membre du Conseil de sécurité qui a le droit de veto, qui peut empêcher toute intervention de la CEDEAO, en tout cas sur le plan militaire, que ce soit contre le Mali, que ce soit effectivement le Burkina Faso. Les choses sont en train de se décrire. Mais il faut quand même reconnaître qu'il y aura faute. Le droit international en réalité est limité pour le moment en la matière. Professeur Abdoul Sogodogo, vous participez à cette émission par téléphone qui réfléchit sur les relations toujours tendues entre le Mali et la CEDEAO. Quel est votre regard donc sur les maintiens de ces sanctions-là? Merci Mariam de m'avoir associé à cette émission. Je remercie l'ensemble de nos auditeurs. Je remercie aussi mes deux collègues, Ngolo Diarra et Balan Diakité. Voilà. Vous savez, ce n'est pas si surprenant que ça parce que la CEDEAO, dès qu'il y a rupture de l'ordre constitutionnel dans l'un des pays membres, procède à une sorte de discussion pour convenir d'un certain point d'entente avec ce pays. Et une fois que l'État en question n'honore pas ses engagements, la CEDEAO prend un certain nombre de sanctions. La question reste maintenant l'opportunité de ces sanctions. Est-ce que ces sanctions qui sont prises parfois pour permettre un retour à l'ordre constitutionnel ou en tout cas à une certaine normalité, est-ce que les sanctions permettent d'arriver à ces résultats?
je pense que la réponse, ce qu'on a vu récemment en janvier 2021, ce n'était pas ça, parce que les sanctions toutes azimuts qui ont été prises contre le Mali étaient de nature en tout cas à impacter de façon négative beaucoup plus les populations que les gouvernants, notamment les membres du gouvernement, du CNT, etc. Parce que la fermeture des frontières, le gel des avoirs de l'État avait créé des situations, des conditions de vie beaucoup plus difficiles pour les populations. Et donc, et d'ailleurs même récemment dans un discours tenu par le chef de la Commission de l'Union africaine, il disait que ces sanctions sont à repenser parce que ces sanctions, par le passé, n'ont pas servi, n'ont pas permis d'atteindre l'objectif assigné. Et donc, je pense que c'est à ce niveau qu'il y a la réflexion. Et la réflexion n'est pas est-ce qu'il faut prendre des sanctions ou pas. C'est quel type de sanctions faudrait-il prendre. Mais avant d'arriver aux sanctions, quel accompagnement faut-il donner au pays de façon préventive pour permettre aux différents États de consolider leur démocratie. Et je pense que c'est là le véritable défi de la CEDEAO. Elle a tendance à intervenir après la rupture de l'ordre constitutionnel, mais elle a du mal à peser en amont. Alors, Abdoul Sougoudouga, à vous entendre, ces sanctions n'ont pas eu suffisamment d'impact sur le pays. Et qu'est-ce qui expliquerait donc au fond cette situation? Parce qu'on a vu la fermeture des frontières, des sanctions individuelles, mais d'après vos propos, ça n'a pas eu d'impact réel sur le pays. Non, attention, les sanctions plutôt ont eu des impacts, bien sûr, mais au départ, ce qui est avancé, les sanctions visaient à pousser les autorités maliennes à revenir sur leurs décisions d'une certaine façon. Mais dans la réalité, on a vu que ce sont les populations maliennes et ouest-africaines qui étaient véritablement impactées. Donc c'est comme si on s'était trompé de cible. Au lieu de sanctionner les populations, les gouvernants, les dirigeants, on a plutôt sanctionné les populations. Et donc c'est pour cela qu'il faut repenser ce régime de sanctions en fait. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Abdoul Sougoudouga. Vous gardez la ligne tout au long de cette émission. Mbalan Diakité, quelle explication donnerez-vous à... disons, on a vu ces sanctions-là. Est-ce que ça a touché le citoyen lambda? Oui, évidemment, ces sanctions, notamment les sanctions qui concernent la fermeture des frontières, ont énormément impacté les populations, d'autant plus que ces sanctions sont intervenues à un moment qui a coïncidé avec l'avènement de la Covid-19, aussi les crises sur la scène internationale animées par la guerre en Ukraine. Donc il y a tout un tas de facteurs qui sont venus en réalité compliquer une situation qui était déjà compliquée par le passé. Donc oui, les populations ont été véritablement impactées et c'est là aussi où il faut parler de la responsabilité des acteurs, tant la responsabilité de la CEDEAO comme professeur Sougoudouga l'a dit tout à l'heure. La CEDEAO a une très grande responsabilité quant au bien-être des populations puisque à la base, cette CEDEAO a été créée pour permettre l'intégration des populations et des peuples d'Afrique de l'Ouest. Donc, quelque part, l'organisation devrait travailler toujours, peu importe le contexte politique en face, à permettre aux populations d'être dans le bien-être. Et d'autre part, vous avez également les gouvernants du Mali, les autorités de transition maliennes, qui aussi devrait penser avant tout au bien-être de la population. Or, quand vous regardez des deux côtés, je ne crois pas que les acteurs soient animés par le souci d'éviter aux populations vraiment des situations économiques difficiles que ces populations traversent déjà.
Et en dehors de cela, la situation se retrouve compliquée davantage par le fait que des deux côtés, il y a une crise de perception. Et ça, je l'ai dit dès le début de ce bras de fer avec la CEDEAO, qu'il y a un problème de perception. La réalité est là. La CEDEAO a une certaine appréciation de cette réalité qui est tout à fait différente de l'appréciation des autorités du Mali. Ce qui fait que dans l'ordre de définition des priorités, les priorités ne sont pas définies sous le même angle. D'un côté, vous avez la CEDEAO qui estime que la priorité des priorités, c'est le retour à l'ordre constitutionnel, donc la démocratisation de la vie politique. De l'autre côté, vous avez les dirigeants maliens qui estiment que la priorité des priorités, c'est d'abord la sécurisation du territoire et par la suite le retour de la paix sur l'ensemble du territoire national. Donc ce conflit de perception a amené à un moment donné les partis à s'ancrer davantage sur leur position, ce qui a créé une rupture de confiance, parce que la rupture de confiance aussi est intervenue lorsque les autorités maliennes ont décidé de la prorogation de la transition. Cela a créé bien évidemment une fissure au niveau de la confiance entre les deux parties. Et cette crise de confiance, finalement, c'est ce qui explique aujourd'hui, de mon point de vue, le maintien de ces sanctions. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans le maintien, mais il faut craindre bien évidemment le renforcement de ces sanctions, ce qui est une éventualité aussi à venir. Mais est-ce qu'on peut craindre d'autres renforcements parce que on a eu déjà ces sanctions sur la population en fermant les frontières, également ces sanctions individuelles. Est-ce qu'on peut durcir le ton plus que ça? Non, il peut y avoir, parce que les organisations internationales en matière, ils ont, en termes de cadre d'action des sanctions, des cadres d'application des sanctions, ils ont à peu près 4 schémas. Hein. Soit on est dans l'application de la sanction, soit on est face à une levée de la sanction, soit on est dans la logique de l'atténuation de la sanction, soit on est dans la logique du renforcement de la sanction. Et dans le cas du Mali, c'est quel chemin? Voilà, actuellement, le Mali est dans le schéma du maintien des sanctions, puisqu'on a connu déjà par le passé un renforcement des sanctions et une atténuation des sanctions. Aujourd'hui, c'est le maintien. Finalement, ça n'a pas de... Comment dire? Est-ce que la logique a été suivie directement au renforcement de sanctions? Je pensais que c'est du bas de l'échelle jusqu'au niveau le plus élevé. Non, bon, parce qu'au départ, on a vu que les sanctions étaient énormes dès le début. Donc, on est parti avec une batterie pleine de sanctions sur le Mali, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la combinaison de la CEDEAO et de l'UEMOA. Donc aujourd'hui, on espérait une atténuation de ces sanctions-là davantage, sauf qu'il n'y a pas d'atténuation des sanctions parce que des deux côtés, il y a la méfiance, comme je l'ai dit, une crise de confiance. Et aujourd'hui, ce qu'il faut craindre, c'est à l'avenir un durcissement de ces sanctions, ce qui est une éventualité à ne pas ignorer. C'est une hypothèse à ne pas ignorer, tout simplement parce que tout va dépendre, bien évidemment, de la sincérité des acteurs et aussi du respect du calendrier qui est dégagé de manière mutuelle entre les deux parties. Ngolo Diarra, d'après Ballon, il faut s'attendre à un durcissement de ces sanctions, alors que dès le début, les sanctions ont été énormes sur le Mali et beaucoup de pays ont dénoncé ça également. Est-ce qu'il faut, comme il l'a dit, il faudra s'attendre à pire qu'on a déjà vécu? Ok, ce qui est en train de se passer au Mali, au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest, c'est une autre réalité et ça peut donner ce qu'on appelle le développement du droit communautaire. Et les juges communautaires, vous l'avez dit tout à l'heure, il y avait des sanctions, le Mali n'était pas d'accord, le Mali estimait que c'était illégal, illégitime, etc. Mais de l'autre côté de la CEDEAO pensait que c'était normal et jusqu'à ce qu'on a écouté les juges communautaires de l'UEMOA et les juges s'étaient prononcés sur la question qu'il fallait vraiment essayer de suspendre ça d'abord et voir ça vraiment très clair. Bon, de là, durcissement, il y avait effectivement des sanctions, des bactéries de sanctions qui étaient là. Même des sanctions militaires, c'était avancé par la CEDEAO, mais sauf que l'organisation n'était pas encore bien, les choses n'étaient pas bien structurées.
assurée, même si par ailleurs il y a eu le Comboc, il y a eu vraiment, la CEDEAO a eu à intervenir dans d'autres pays pour respecter les principes de la démocratie, un pays voisin du Sénégal. Et maintenant, pour le cas du Mali et du Burkina Faso, les choses sont en train de partir vite. Le Mali a un partenaire stratégique. Le Mali part du fait qu'il y a d'énormes problèmes, questions de sécurité, etc. Et le Mali cherche à se défendre et que le pays a eu des partenaires stratégiques, notamment la Russie. Après, juste le départ du ministre en charge des Affaires étrangères de la Russie, les trois pays, évidemment, se sont rencontrés et juste essayer de faire quelque chose pour voir la CEDEAO. Justement, s'il vous plaît, est-ce que la combinaison Mali, Guinée, Burkina Faso ensemble pourrait marcher face à la CEDEAO? Effectivement, on ne peut pas se prononcer sur la question, mais quand même, il faut reconnaître que ça peut permettre aux experts de la CEDEAO de réfléchir à nouveau sur les choses. Et l'objectif, d'ailleurs, si vous voyez qu'il y a eu le maintien des sanctions, l'objectif de ces trois pays, c'était de voir la CEDEAO. Mais là, le maître Sergei Lavrov avait enseigné qu'il faut faire en sorte que la charte des Nations Unies soit respectée. Alors, si Sergei a enseigné aussi qu'il faudrait qu'il y ait réglé le problème de façon multilatérale. Le multilatéralisme, il a beaucoup plaidé pour ça. Et si fait que ces États sont retournés pour aller vers la CEDEAO et demander à la CEDEAO leur retour, et ça va être difficile pour Moscou de réussir en Afrique tant que Moscou n'arrive pas à avoir ses pieds, sa mémie sur les organisations sous-régionales comme la CEDEAO et les entités géopolitiques. Donc, c'est tout ça là qui est en train de se préparer. Si ces trois pays se donnent effectivement leurs efforts, ça va être peut-être bien pour les pays parce qu'il y a un qui fait face à l'océan Atlantique, qui va aider les autres pays qui sont là, qui sont continentaux, effectivement. Et c'est tout ça là qu'il faut vraiment revoir. Mais la force de la CEDEAO sera quoi? Il faut faire en sorte que ces pays retournent dans leur constitutionnel qui n'est pas effectivement ce qu'on voit sur le terrain, qui n'est pas à l'ordre du jour. Ces pays, la Guinée n'a pas trop de problèmes de sécurité en la matière, mais le Mali et le Burkina Faso, c'est difficile. Et encore, c'est difficile effectivement pour le Mali, qui a un conflit armé séparatiste qui est en train de prendre d'autres proportions, et que le Mali a 800 000 km² menacé par les séparatistes avec la création de l'État de l'Azawad. Et il y a tous ces problèmes intérieurs et que Bamako doit aussi essayer de comprendre et trouver des solutions nettement définies et proposer ces solutions devant les entités, les organisations internationales. Alors, Golodjara, vous parlez tantôt de la position géographique du Mali. Est-ce que, Abdoul Sogodogo, la question est adressée à vous, est-ce que cette position géographique du Mali, qui est frontalier avec plusieurs États, dont la Guinée, ne favorise pas un peu le Mali pour supporter ces sanctions, sachant que la Guinée ne fait pas partie de l'UEMOA? Bon, vous savez, dans les relations internationales, il faut toujours intégrer l'élément de complexité de l'analyse et aussi garder à l'esprit que les relations entre les États sont dynamiques. Parce que les intérêts des États évoluent selon les besoins aussi avec. Bien. Cela étant dit, le Mali effectivement jouit d'une position stratégique, une position très intéressante, parce qu'il se trouve d'une certaine façon au cœur de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'il a quand même la frontière avec pratiquement 5 pays membres de la CEDEAO. Donc, il est entouré de 7 voisins globalement. Ça fait que le Mali, par exemple, s'il était un pays producteur, devrait pouvoir déverser ses biens facilement dans ces deux pays, dans ces autres pays-là. Et donc, ces pays sentiraient aussi, autant que le Mali, une fermeture des frontières. Et je pense d'ailleurs même c'est ce que le Sénégal a ressenti lorsqu'on a fermé les frontières la dernière fois. Donc, est-ce que c'est un avantage? Cela va dépendre de ce que les acteurs vont en faire. Surtout les autorités maliennes. Quelle politique commerciale, quelle politique industrielle le Mali va entreprendre, cela va déterminer, va être déterminant en fait.
si nous arrivons à avoir des relations privilégiées avec la Guinée, s'il y avait par exemple les infrastructures nécessaires au port de Guinée, le Mali pourrait migrer vers la Guinée en termes de port. Mais cela ne se fait pas en un seul jour. Est-ce que nous avons le chemin de fer et les routes, en tout cas, qu'il faut pour pouvoir facilement transporter les biens des ports de Guinée vers Bamako? Voyez-vous, ça demande des investissements sur le long terme. Et peut-être même dans l'immédiat, peut-être qu'il y a des efforts. Si ces efforts sont fournis, peut-être que le Mali va arriver à atténuer les éventuels effets des sanctions. Maintenant, une éventuelle coopération avancée entre le Mali, le Burkina et la Guinée-Conakry, effectivement, peut émerger de cette crise. Parce que c'est à l'issue des grandes crises que les États réfléchissent pour trouver de nouvelles façons de répondre aux besoins d'État exprimés par les populations. Il a fallu qu'il y ait la Seconde Guerre mondiale, la Première et la Seconde Guerre mondiale, pour qu'on commence à penser à créer une Union européenne de telle sorte qu'à intégrer les intérêts, à intégrer les économies, à intégrer les populations pour prévenir ou en tout cas pour éradiquer toute guerre. Aujourd'hui, il est impensable. En tout cas, on pense moins à une guerre entre l'Allemagne et la France, entre la France et l'Angleterre, entre le Portugal et l'Espagne. Parce que l'intégration des économies fait que la guerre relève d'une autre époque, on ne pense plus à ça. Et justement, je pense que l'apaisement et le développement de la CEDEAO, de cet espace ouest-africain, va passer par un avancement de l'intégration. Les sanctions qui sont de nature à écarter ou à isoler des pays ne vont pas être utiles à l'intégration et à la prospérité de cet espace que nous voulons bien viable. Balan Diakité, vous venez d'écouter Dr Abdoul Souroudou. Est-ce que la même question pour vous, cette combinaison Mali-Guinée-Algérie peut marcher? Guinée plutôt. Mali-Guinée-Burkina peut marcher. Alors c'est quand même une très grande question. Hein. C'est une très grande question parce que quand on regarde bien, les trois pays ont des atouts économiques qu'on ne peut pas nier, notamment en termes de ressources minières. Le Mali, la Guinée, tout comme le Burkina, ce sont des pays qui sont producteurs d'or. Et si vous regardez sur le plan international aussi, en termes de production de coton, le Mali et le Burkina sont vraiment en tête de liste. Et donc la Guinée, n'en parlons pas. La Guinée a été gâtée par la nature, par tellement de facteurs tels que la mer, la forêt, etc. Mais force est de constater que malgré ces atouts économiques que les pays présentent, il y a quand même lieu de relativiser ces atouts-là, parce que économiquement, on sait bien évidemment que aucun de ces trois pays n'est un pays industrialisé. Ils sont certes producteurs d'un certain nombre de matières premières qui sont demandées sur le marché international, mais eux-mêmes ne fixent pas le prix. On sait bien évidemment que l'or, par exemple, le prix du coton, ce sont des choses qui sont décidées au plan international au sein de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, ce qui fait que à chaque fois il y a entre nos producteurs de coton et nos gouvernants des frustrations quant à la fixation des prix de ces produits, qui sont de nature brute. Donc il va falloir travailler vraiment l'industrialisation dans ces trois pays, ce qui est nécessaire et indispensable pour pouvoir transformer les produits bruts que nous transformons nous produisons chez nous. Aussi, ces pays, excepté la Guinée, le Mali, le Burkina, ce sont des pays enclavés qui sont en déficit d'infrastructures. Professeur Souroudou l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de chemin de fer. Comment peut-on comprendre que depuis 1960, le départ de l'homme blanc jusqu'à présent, notre chemin de fer est à son état initial, hein? Donc ça aussi, ce sont des défis qui questionnent bien évidemment la vision politique de nos gouvernants et aussi la volonté politique de nos leaders politiques. Donc ça, ce sont là un certain nombre de défis qui sont là, qui sont immédiats.
Et on ne pourra pas faire face à cela immédiatement pour tirer la rentabilité de ce partenariat tripartite. Mais au-delà de cela, il faut quand même dire que ce partenariat relève aussi de la volonté de ces trois pays de constituer un front uni face à la CEDEAO, parce qu'ils ont un dénominateur commun. Ces trois pays sont tous dans une période de transition et lesquelles transitions sont dirigées par des militaires dans les trois pays. Donc, quelque part, il y a un dénominateur commun que ces trois pays partagent et qui fait qu'aujourd'hui, ils sont dans la nécessité, bien évidemment, de se constituer en bloc pour faire face éventuellement à des sanctions de la CEDEAO. Et donc, je pense que ces sanctions-là aussi, il ne faut pas les prendre uniquement dans leur aspect matériel. Il faut aussi voir l'aspect psychologique, parce que toute sanction des organisations internationales a aussi un effet psychologique. Parce que là, on voit bien évidemment que ces sanctions ont été prises d'abord pour amener les autorités maliennes à rebrousser chemin, à revenir à l'ordre constitutionnel le plus rapidement possible, mais on a vu que ces sanctions n'ont pas pu produire l'effet escompté du point de vue psychologique, puisque au contraire ça a renforcé les antagonismes et chaque partie est resté bien évidemment sur sa position initiale. S'agissant toujours de la CEDEAO, avec ces différentes missions de Goodluck Jonathan, qui est d'ailleurs là à Bamako, avez-vous une idée des propositions sur la table? Bon, pas vraiment, je n'ai pas d'idée là-dessus concrètement, mais je me dis inévitablement, ils vont parler bien évidemment du calendrier de la transition. Ça quand même, c'est inévitable, quoi. Le délai de la transition, ça va être discuté inévitablement. Alors, Ngolo Diarra, nous allons parler des répercussions de ces sanctions-là sur le coût de la vie du Malien lambda. Est-ce que c'est ressenti aujourd'hui? Évidemment, les sanctions diplomatiques ne touchent pas les populations, mais si c'est financière et économique, le peuple va se trouver dans des situations difficiles. Et je pense que l'organisation a étudié cela et ils ont vu que les sanctions, ces organisations ont vu que les sanctions ne sont pas en réalité des vraies solutions à cela. C'est pourquoi, ça et là, on parle d'une intervention militaire pour respecter l'ordre démocratique. Ça aussi a montré ses limites dans les relations internationales. Il y a l'interdiction de recourir à des forces armées pour régler les différends dans les relations internationales. Maintenant, qu'est-ce qui peut se faire? Il faut voir la région. L'Afrique est en train de reculer en matière de droit communautaire. La CEDEAO, elle est remise en cause ici. Et vous savez, les Maliens ne sont pas pour l'organisation actuellement et cela s'explique au niveau de... L'organisation de quoi? L'organisation est sous-régionale. Oui, je parle de la CEDEAO. Et aujourd'hui, il y a l'opinion, c'est ancré dans la tête de l'opinion que cette organisation est manipulée par les forces étrangères. Et c'est difficile. Ça s'explique aussi que l'éducation dans ces pays, c'est très limité. La maîtrise de ces organisations par la jeunesse, c'est pas aussi que ça. C'est pourquoi la jeunesse ne se retrouve pas et la population ne se retrouve pas dans ces organisations. Donc il va de soi que les spécialistes en la matière retourne pour voir, parce que si on avait enseigné le rôle de ces organisations, ça allait peut-être aider la compréhension. Vous savez, la journée de la souveraineté retrouvée, le 14, je suis parti pour la petite histoire, boulevard m'arrêter et regarder, j'ai trouvé des femmes en train d'insulter CEDEAO, des jeunes jures, et après, il vient vers moi pour dire, Monsieur Diarra, c'est
quoi même la CEDEAO? Après avoir terminé d'insulter l'institution à tort et à travers, c'est quoi même la CEDEAO? Je dis, ah, vous étiez en train de l'insulter maintenant, ça veut dire que vous connaissez. C'est difficile, mais si de l'autre côté de l'hémisphère nord, les valeurs universelles sont enseignées bien dans leur programme et les enfants évoluent avec ça. Bon, ce qu'il faut aussi que... Est-ce que c'est pas ces sanctions, ce modèle de sanctions imposées par la CEDEAO au tout début de la crise sur le Mali, qui a un peu renforcé cette question de maliénité entre guillemets aujourd'hui? Oui, c'est de nationalisme. En réalité, c'est très difficile, mais scientifiquement, c'est une mauvaise compréhension. Et au contraire, si ces organisations arrivaient à régler nos propres différends, ça devrait être la fierté de l'Afrique. Les pères ont construit comme ça. Quand l'OIA a été créé, quand on a créé ces organisations, c'était de faire en sorte qu'on arrive à résoudre nos problèmes de façon africaine. Bon, si ça s'est tourné comme ça, on va encore vers l'anarchie internationale. Parce que le but de ces organisations, c'était de combattre l'anarchie internationale. Et vous le savez, Maïga, et le recours à la force armée pour régler les relations internationales, c'était autorisé. Il y a eu la convention Drago-Porter pour mettre fin à l'interdiction de recourir à la force pour le recouvrement des dettes. Il y a eu les pactes Briankilov. Il y a eu la SDN qui a montré ses limites. Et il y a l'Organisation des Nations Unies aujourd'hui et qui est impuissante devant les situations. Et d'ailleurs que le Mali et le Burkina Faso, surtout la question du terrorisme. Et Boutros Ghali, le patron de Kofi Annan, l'avait enseigné qu'il fallait donner à l'ONU ses propres soldats, ses propres réseaux, d'agir au nom de la diplomatie préventive. Si cela était réalisé, peut-être que ce qui est en train de se passer, l'organisation allait être encore efficace pour empêcher les crises. Mais s'il n'y a pas la prévention, si la prévention n'est pas arrivée à un certain niveau, les pays, que ce soit au niveau universel, que ce soit au niveau régional ou sous-régional, il y aura toujours des crises comme ça. Il est temps quand même pour le continent de s'y ressaisir, soit de valoriser ces organisations, soit de faire en sorte que ces valeurs soient intériorisées, soient comprises par les populations. Et vous savez, quand vous prenez le Sénégal voisin, difficilement des questions de coup d'État, on n'en parle pas. Tous les ingrédients récemment été réunis au Sénégal pour aller à un soulèvement populaire. Mais au fait, les leaders en question disent attention, il ne faut pas devenir comme la jeunesse malienne, il ne faut pas devenir comme d'autres, ne chassez pas votre président, ça va créer. Attendez, on va attendre Macky Sall, on va lui battre dans les urnes, etc. Donc il faut vraiment parce que le Sénégal s'est donné beaucoup de temps pour s'occuper de sa jeunesse, développer le système universitaire, développer les valeurs universelles dans ce sens. Et la CEDEAO, en réalité, il faut reconnaître ses efforts pour le Mali. Vous ne le savez pas, depuis le commencement, l'organisation sous-régionale était là. Et quand vous prenez les accords préliminaires de Ouaga, la CEDEAO avait enseigné aux dirigeants maliens de l'époque de ne pas signer quoi que ce soit avec les groupes armés séparatistes tant qu'ils n'ont pas déposé les armes. Et à l'époque, le Mali avait une incapacité diplomatique à rassembler, à faire en sorte que ces instruments soient à notre côté. Mais du coup, les choses se sont balancées. Donc, quelque part, il y a des insuffisances au niveau diplomatique du Mali. Ces organisations sont là et c'est les compétences diplomatiques qui nous permettent de les manipuler et de les faire venir à notre faveur. Et c'est cette intelligence diplomatique qui manque beaucoup le Mali. Docteur Abdoul Sogodogo, les sanctions étant là, aujourd'hui, quelles sont les possibilités de concilier les deux positions Mali-CEDEAO? Je pense qu'on est encore loin pour le moment d'un point de non-retour entre les deux parties, parce que ce qu'il est question aujourd'hui, il s'agit que le Mali arrive à partager avec la CEDEAO les difficultés rencontrées et qu'ensemble les parties arrivent à apprécier. Mais ce n'est que lorsque l'organisation sera convaincue d'une mauvaise volonté des autorités maliennes, à titre d'exemple, une volonté de ne pas du tout organiser des élections,
Et je pense que le Mali n'est pas dans cette logique, parce que le gouvernement quand même a proposé un calendrier, mais on reconnaît qu'il y a énormément de retard. Donc je pense que les partis vont apprécier les difficultés rencontrées, et c'est à l'issue de ça, voilà, que les choses vont se dessiner au fur et à mesure. Docteur Abdul Sougodogo, il nous reste 5 petites minutes pour clore cette émission. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un risque que ces sanctions soient maintenues pendant toute la durée de la transition? Il y a un risque, mais je ne pense pas qu'on va en arriver là, parce que la trajectoire prise aujourd'hui par le Mali et la CEDEAO est une trajectoire qui rassure, parce que les deux sont dans une logique d'aller à des organisations. La CEDEAO est impliquée et elle surveille ce qui se passe. Donc je ne pense pas qu'on va revenir au type de sanctions qu'on avait connues par le passé. Je ne pense pas. Alors, on est loin des non-retours. Balandja Kité, d'après Dr Abdul Sougodougou, quelle stratégie pour aboutir rapidement à un compromis? Il faut d'abord, premièrement, arrêter les démarches contradictoires. On ne peut pas ici, à longueur de journée, dire à bas la CEDEAO, on s'en fout de la CEDEAO, et en même temps engager tout un arsenal diplomatique pour vouloir réintégrer la CEDEAO. Donc ça, c'est une démarche contradictoire. Ça veut dire quelque part, est-ce qu'on sait ce que l'on veut? Donc ça, c'est première des choses à éviter. Deuxièmement, il faudrait que le Mali ainsi que tous les autres États membres de la CEDEAO, et y compris la CEDEAO elle-même, reviennent à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est les principes que l'on partage. Vous savez, dans les relations internationales, les États peuvent avoir des intérêts contradictoires, mais ces intérêts contradictoires ne leur empêchent pas d'avoir également en commun des principes partagés. Et ces principes partagés, c'est entre autres le principe de la démocratie, le principe du respect des normes que nous-mêmes nous avons volontairement accepté. C'est aussi le principe du respect du bon voisinage, ainsi de suite. Donc ces principes qui sont fondamentaux aujourd'hui, ou sinon consubstantiels à l'idée même de démocratie, il faut revenir à ces principes-là, de sorte que nous puissions avoir effectivement des relations apaisées avec nos voisins. Parce que qu'on le veut ou non, le contexte, la conjoncture internationale aujourd'hui qui est dominée par la mondialisation, par la globalisation, fait que nous avons besoin de la CEDEAO, et nous avons besoin effectivement des autres pays membres de la CEDEAO. On ne peut pas faire sans eux. Nous avons besoin de la CEDEAO, on ne peut pas faire sans elle. Ngolo Diarra, comment accorder aujourd'hui les points de vue pour sortir de cette impasse? Maïga, la petite fille de Sonia Libert, je crois que Sonia Libert a fait son rôle. Vous êtes en train de faire votre rôle. En fait. Bien, en fait, c'est bien, ça peut y aller. Le cercle des officiers, les officiers sont pratiquement sur la bonne voie. Ils sont en train de tout faire pour que le Mali, les officiers retournent dans l'ordre constitutionnel, parce que, vous savez, bon, il y a la révision constitutionnelle, il y a quand même ça et là, ils ont fait un pas pour aller vers les élections. Et, intelligemment, l'organisation sous-régionale peut activer ces réseaux et comprendre ces officiers et essayer de les suivre méthodiquement pour les amener à une situation de retour à l'ordre constitutionnel, plutôt que de recourir à des sanctions, que de recourir évidemment à des forces armées, ou bien en créant des forces ici, c'est là, ces menaces. Il faut les suivre pour aller. Bon, c'est compliqué, et tant que la population est derrière sur ces officiers, la CEDEAO peut faire le jeu et laisser la population et ces officiers continuer et voir comment est-ce que ça va se passer. Dans d'autres régions, il faut tenir compte de ça. Dans les régions des Grands Lacs, Yuveni Museveni est là-bas depuis dans les années 80, et Paul Kagame est déjà là, et le mentor même, le mentor en Russie, il est là-bas depuis combien d'années. Donc il faut quand même trouver une solution pour éviter l'ébullition de la région.
Merci beaucoup Ngolo Diarra, et c'est sur vos mots que prend fin cette émission du Grand Dialogue qui réfléchissait sur les relations toujours tendues entre le Mali et la CEDEAO. Vous aurez compris que nos invités ont été d'accord au moins pour dire que les sanctions pourraient risquer de s'alourdir et l'alliance Mali-Guinée-Burkina pourrait marcher également compte tenu des richesses de ces trois pays de la situation géographique. Grand merci à nos invités, Balandia Kité, analyse politique, Dr Abdul Sogodogo, téléphone politologue, Ngolo Diarra, enseignant-chercheur. À la régie son et vidéo, il y avait Mamadi Keïta et Phili Dambélé. Je suis Mariam Maïga. Merci à toutes et à tous et à la prochaine. Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenni Beri. Sigi Kafoba.